Bonjour chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Alors cette semaine c'est encore une drôle de semaine française, hein, complètement violente, complètement désorganisée, complètement folle, quoi. Bon, faut dire qu'on vit dans un pays de fous, hein. Moi j'arrive de Strasbourg, où j'étais au Parlement européen. Du reste, j'ai failli m'empoisonner en buvant de l'eau parce que on a été informé que l'eau qui avait été distribuée contenait, paraît-il, une substance toxique. Pas très grave, mais bon, comme quoi, hein, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, quand même, parfois c'est plus prudent de boire un peu de vin, modérément, bien sûr. Bon. Mais je vous disais donc, je me promenais en dehors des heures du Parlement, dans Strasbourg. On a l'impression que cette fête de Noël est une fête assiégée, quoi. Il y a des militaires partout, il y a des policiers partout. Alors il n'y a plus de frontières extérieures, hein. Mais pour aller à mon hôtel, il faut que je franchisse deux frontières. Une première frontière où je dois montrer un document qui est contrôlé. Une seconde frontière où je dois ouvrir mon véhicule pour que les gendarmes puissent fouiller à l'intérieur, notamment voir dans le coffre à bagages s'il n'y a pas des explosifs. Bon, vraiment un pays qui en est là, quoi. Bon, c'est normal, attention, hein, je ne critique pas les mesures qui ont été adoptées, bien au contraire, mais ça montre à quel point on est entré dans une insécurité physique et psychologique absolue. Alors on peut toujours nous raconter qu'il n'y a pas de frontières, ma blague, hein. Il y a des frontières intérieures maintenant, bientôt ils vont remettre l'octroi pendant qu'on pourra entrer sur le territoire comme on voudra. Drôle d'époque, hein. Alors en même temps, au Parlement français, cette fois-ci, on allait discuter de la fameuse loi immigration portée par les petits bras et par la petite voix, je trouve qu'il y a de plus en plus une petite voix, de Darmanin. Elle s'est heurtée à une motion de rejet qui a été votée le 11 décembre, date fatidique, 270 voix pour le rejet contre 265 voix. Et Darmanin s'est pris un monumental coup de pied parlementaire dans le postérieur, ce qui a provoqué sa colère. On peut le comprendre, hein. Alors, l'argumentaire qui a été développé, c'est que les oppositions ont accepté de voter ensemble, que l'alliance avec les populistes était contre nature, que finalement c'était un moyen de refuser le débat, alors qu'avec son 49.3, il est bien évident que Elisabeth Borne, elle, favorise le débat parlementaire. Bon, vous voyez, on est là au cœur de toutes ces contradictions de la rhétorique contemporaine où tout le monde dit tout et n'importe quoi. Comment oser prétendre qu'une motion de rejet viendrait empêcher le débat parlementaire alors que c'est absolument constitutionnel et qu'on a affaire à un gouvernement qui utilise d'une manière abusive, pléthorique, l'arme du 49.3 qui empêche le Parlement d'exister, qui empêche le Parlement de parler. Bon, c'est quand même tout à fait contradictoire. Alors pourtant, Darmanin avait mouillé, comme on dit, sa chemise, hein. Il serait même allé jusqu'à passer des coups de fil pour... comment pourrait-on dire, sans employer un terme qui serait abusif, inciter des députés récalcitrants, comme dans l'opéra d'Offenbach, à voter contre la motion de rejet. Alors on parle, notamment chez LFI, d'une tentative de corruption d'élus. Son directeur de cabinet, ou un de ses directeurs de cabinet, s'est trompé en téléphonant à un parlementaire. Ils avaient le même nom, mais il a pris l'un pour l'autre et il lui a dit que s'il s'opposait, il lui aurait dit, soyons prudents, que s'il s'opposait à la motion de rejet, bientôt sa circonscription ou une ville ou un village, je ne sais plus, de sa circonscription aurait une gendarmerie. Paris Match a évoqué
3 députés LR qui auraient été approchés et auraient finalement changé leur vote. Alors ça paraît comme ça de la cuisine parlementaire, mais c'est très grave. C'est la raison du reste pour laquelle Mathilde Panot a saisi la justice et que des députés demandent la création d'une commission d'enquête. Pourquoi c'est grave? C'est pas le fait que Darmanin essaye désespérément d'empêcher une motion de rejet. Il y a toujours eu des jeux d'influence dans la vie parlementaire. Mais c'est le fait que, en contrepartie d'un vote, on rendrait un service qui a un caractère d'intérêt général. Une gendarmerie, c'est nécessaire pour la tranquillité des citoyens. Et ça doit être imposé par la nécessité publique et non pas par la contrepartie d'un vote. Ça prouve à quel point il y aurait, si c'est vrai, un mépris absolu de l'intérêt général. Et ça, c'est particulièrement grave, particulièrement détestable, si c'est avéré, parce que ça montrerait bien qu'il y a maintenant une perversion complète de l'idée d'intérêt général. Tu votes pour moi, ton village, ta ville, ta circonscription aura une gendarmerie. Non mais on en est quoi? C'est quoi ces boutiquiers de la vie parlementaire? Alors il faut dire pour être complet que Darmanin a déposé plainte pour diffamation et pour dénonciation calomnieuse. Bon, je ne crois pas que ça ira bien loin, malheureusement, s'il y a une commission d'enquête et qu'elle enquête vraiment, même si les conséquences de la commission d'enquête n'auront qu'une valeur morale, ça serait quand même très utile, parce que ça montrerait que le macronisme, ce que je ressens en voyant les nominations ici ou là d'intérêt particulier, n'obéit qu'à l'intérêt de sa caste, et non pas à l'intérêt général. Et ça, c'est gravissime, parce que c'est une dénaturation complète du respect de l'esprit public. Alors Darmanin, il a cherché à donner des gages, à donner la preuve qu'il existait encore, à donner la preuve qu'il était, bien qu'un peu à l'extérieur, ministre de l'Intérieur. Je dis un peu à l'extérieur parce que quand il a pris le coup de pied parlementaire dans le postérieur, il a présenté à Macron sa démission, laquelle, bien sûr, n'a pas été acceptée comme le cinéma relationnel entre les deux l'imposait. On ne s'attendait pas du tout à ce que M. Macron acceptât la démission de M. Darmanin. Mais en même temps, comme dirait Macron, qui à mon avis se trouve dans une situation constitutionnelle bien difficile, on va le voir très vite, en même temps, Darmanin a voulu donner l'impression qu'il luttait, c'est tellement facile, contre l'extrême droite. L'extrême gauche, bon, ils ne luttent pas. Il y a longtemps qu'ils ont renoncé à lutter contre l'extrême gauche. Et il s'en est pris à une association qui s'appelle Academia Christiana. Visiblement, il s'est trompé d'association. En réalité, il voulait dissoudre l'association Civitas. Et alors, pendant qu'il s'en prend à Academia Christiana, qui est une association, contre laquelle on n'a pas d'éléments probants qui pourraient justifier son interdiction, les frères musulmans continuent à se pavaner et la jeune garde continue à sévir. Academia Christiana, c'est une association catholique qui date de 2013, traditionnelle, dont le président est Victor Aubert, un garçon sur lequel on n'a pas de mauvais renseignements. En définitive, on leur reproche aux membres de cette association d'être des chrétiens qui parlent latin à la messe. Et oui, on peut pas tous parler le rap, hein, bon. Et puis à la messe, c'est pas encore admis, mais enfin ça pourrait le devenir, vous me direz. Hein. Donc ça suffit pour Darmanin de provoquer la dissolution. Il s'est du reste mal pris parce qu'il a annoncé la dissolution avant que la phase d'instruction ait eu lieu. Il est allé un peu vite en besogne. Mais ça montre quand même une volonté permanente de porter atteinte à une forme d'action catholique, d'action chrétienne. On peut dire qu'il y a dans l'air de la christianophobie. Vu de l'extérieur, toute cette agitation est interprétée d'une manière très critique. Le média suisse Blick, par exemple,
dit ceci: la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, en première ligne, sont désavoués. La presse allemande: la France bascule dans la crise gouvernementale. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bientôt Noël, et croyez-moi, il n'y aura pas de cadeaux dans la cheminée. Tout va être de plus en plus coûteux, de plus en plus dur. Que peut faire Macron? Il y a une commission paritaire qui a été créée, qui a pour but d'essayer de marier les idées de la droite et les idées de la gauche. Mais cette loi sur l'immigration, qu'est-ce qu'elle va apporter tant qu'on ne touche pas aux fondamentaux de l'immigrationnisme, c'est-à-dire la suppression de l'aide médicale d'État d'abord et avant tout. Non pas parce qu'on va laisser mourir les gens malades, ça c'est faux. La non-assistance à personne en danger empêche de ne pas soigner quelqu'un qui irait mal, d'où qu'il vienne. Mais l'industrie de l'aide médicale d'État, il faut l'arrêter. Comme il faut supprimer le regroupement familial, ce que la loi ne prévoit pas. Organiser des mesures de rétorsion contre les pays qui refusent d'accueillir les individus frappés d'OQTF. Revenir au droit d'asile tel qu'en sa rigueur républicaine il était défini. Et enfin, mais ils n'auront pas le courage, supprimer tout simplement le droit du sol et décréter que l'illégalité ne peut être génératrice d'aucun droit. Quand vous entrez en France en violation de sa frontière légale, vous êtes dans l'illégalité et vous n'avez aucun droit. Le délit de séjour irrégulier devrait être là pour le rappeler. Et enfin, une loi digne de ce nom renforcerait les conditions de naturalisation, notamment en renforçant et en créant une période probatoire. Ce texte, il ne verra jamais le jour, parce que le gouvernement ne le veut pas, parce que les oppositions ne le veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Macron? Dissoudre? Il ne prendra pas le risque. Il a trop besoin de son poste pour nommer les uns ici, les autres là-bas, et pour se donner l'impression, comme Néron devant Rome en flammes, qu'il continue à régner. Mais 80% des Français estiment qu'il ne faut plus accueillir de migrants. Alors comment va-t-il gérer tout cela? Comment l'homme du décorum qui, le jour de la motion de rejet, était occupé à décorer Christian Clavier, ben oui, ça c'est utile. Hein. Comment l'homme va-t-il faire face à cette crise constitutionnelle absolument exceptionnelle? Ben il ne fera rien. Il fera comme d'habitude. Il va parler. Du reste, il a donné un grand rendez-vous à la nation. Il a expliqué qu'il voulait rappeler la France à elle-même. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, cette phraséologie? Qu'il voulait redonner une espérance, un goût à l'avenir. Un goût à l'avenir, mais c'est quoi ces phrases de marchands de lessive? Et qu'il voulait tenir l'unité du pays, mais il l'a disloqué, l'unité du pays. Il l'a déchiré. On est devenus, mes amis, à l'approche des fêtes de Noël, un vaisseau fantôme, avec un chef d'État fantomatique. Il ne nous reste plus pour nous distraire que d'aller voir dans les archives cinématographiques Fantomas. Et voilà qu'à la faveur d'un article de Mediapart, tiens, qui au passage du reste épingle le canard enchaîné, parce que il y aurait un rapport de la police qui confirmerait que le canard, qui est toujours là, aurait employé fictivement un salarié dit historique. C'est Fillon qui doit bien se marrer.
lui qui a quand même pas trop le bouchon à la rigolade depuis quelque temps. Alors, grâce à Mediapart, on apprend que le fameux Watergate, qui avait à un moment donné bousculé le Parlement européen, c'était en décembre 2022, sauf erreur de ma part, est en train de nouveau de frapper à la porte. On avait retrouvé, vous en souvenez, hein, je le dis pour mémoire, de l'argent chez des eurodéputés socialistes, très engagés dans la défense des droits de l'homme, et des droits de l'homme riches, bien sûr, Eva Kaili notamment, vice-présidente du Parlement européen, qui est maintenant députée non inscrite, et qu'on a vu au Parlement européen, mon attaché parlementaire et moi-même, au bar à plusieurs reprises, hein, en compagnie de personnes avec qui elle parle. Elle est là, un peu seule, il faut le reconnaître. Hein. Elle était beaucoup moins seule du temps où elle était vice-présidente du Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau sous le ciel aux étoiles de l'Union européenne? On apprend qu'un dossier dit Russie aurait été découvert par les enquêteurs et qu'il mettrait en évidence des relations entre des armateurs avec des lobbyistes afin de leur permettre d'échapper aux sanctions qui frapperont, à mon avis, plus pour très longtemps, la Russie. Tout cela converge sur un dénommé Spyros Pappas, un grec, ancien directeur général de la Commission européenne. On n'a pas affaire, comme vous le voyez, à du menu fretin. On a découvert dans l'ordinateur donc de Francesco Giorgi, le compagnon d'Eva Kaili, un document qui a permis de débusquer la combine suivante. Je vous l'explique, soyez attentifs, on va, une fois qu'elle aura été décrite, essayer, comme si on était des enquêteurs de la brigade financière, de comprendre le montage. Alors, un armateur grec, on a presque l'impression qu'on est dans une histoire de Hergé vécue par Tintin. Un armateur grec veut acheter 4 bateaux qui appartiennent à une société russe. Mais l'armateur grec ne le peut parce qu'il y a les sanctions qui frappent les sociétés russes. Alors, comme il veut vraiment ces bateaux, il a une idée, il va racheter auprès d'une banque les bateaux de la société russe qui est désormais endettée. Alors, première question. Est-ce que l'endettement de la société russe est naturel, réel ou factice? Est-ce que la banque néerlandaise, qui est le prêteur de la société russe, a prêté les fonds sans savoir qu'ils ne pourraient être remboursés, ou l'a-t-elle fait en sachant qu'à un moment donné, la société fictivement ne pourrait pas rembourser et qu'à ce moment-là, l'armateur grec pourrait se pointer parce que la banque va saisir, bien évidemment, faute de remboursement, les 4 bateaux russes qui vont finalement être rachetés par l'armateur grec. C'est un tour de passe-passe pour la police qui considère que là, il y a eu un montage dans lequel les prestidigitateurs du Parlement européen sont entrés. Eva Kaili, qui a mis en contact l'armateur grec avec Spyros Pappas, l'ancien directeur général de la Commission européenne qui a monté les contrats et qui aurait facilité les liens avec la banque néerlandaise. Enfin, tout cela nous donne quand même une image un peu inquiétante de l'Union européenne. Moi, je vous le dis, hein, on est loin de savoir tout ce qui se passe. C'est le plus gigantesque appareil financier, l'Union européenne.
à l'intérieur duquel les lobbies font ce qu'ils veulent, parce que c'est légal. Et on est vraiment dans l'entreprise la plus monumentale de tous les trafics légaux qui débouchent légalement sur l'illégalité. Allez, gardez votre bonne humeur et à la semaine prochaine où on essaiera de parler un peu de Noël. Noël qui est si malmené, Noël qui est si maltraité, mais Noël qu'on aime tant. Tiens, au passage, une petite réflexion et on conclut là-dessus. Il y a plein de gens qui veulent dénaturer Noël. Mais ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Noël, c'est Noël. Ils pourront l'appeler comme ils voudront, même s'ils lui donnent à Noël des noms de remplacement. C'est Noël. Et ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Il y aura toujours au fin fond des temps l'étable et l'enfant Jésus.